Bonjour Jocelyne. Rodolphe Fabrier. Oui, Rodolphe Fabrier, secrétaire à Construction Bois, Haute-Pyrénées-Orientale. Au niveau du plafonnement des indemnités prud'homales, il me semblait que la position initiale de la Confédération était contre. De plus, il ne faut pas oublier qu'au niveau de ces indemnités, la France est fortement en dessous de la moyenne européenne. Je pense qu'il faudrait déjà s'ajuster avec cette moyenne avant de parler ou non de plafonnement. Voilà, quel est ton avis? Merci. Troisième intervention. Merci. Donc je suis Pierre Paillet, je suis secrétaire général des santé sociaux du 34. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention et notamment sur la position que vous avez développée sur l'Europe, parce qu'on a trop tendance à oublier que l'Europe, d'abord, c'est la paix, et que c'est grâce à cette Europe forte qu'on pourra lutter en effet contre tout le mal qui nous accable depuis quelque temps. Après, il y a un point qu'on n'avait pas évoqué, qui relève, je crois, de votre champ, c'est les GHT. Il faut savoir que les groupements d'hospitalisation de territoire sur notre territoire génèrent des tensions et des craintes à tous les niveaux, y compris d'ailleurs chez les directeurs d'établissement. Je vais essayer faire un petit résumé très simple. Comment dire des choses Nous avons des grosses structures comme Montpellier, Toulouse, qui ont fait des gros efforts déjà. On a supprimé énormément de postes. On a un absentéisme qui explose dans ces hôpitaux. Et on est en train d'expliquer maintenant à ces hôpitaux qu'ils ont une solidarité financière vers les petits CH. Et dans les petits CH, ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte qu'au final, on va enfermer certains et on parle de mobilité au personnel sans vraiment avoir une ligne très claire. Et je pense que la CFDT, si elle veut gagner les élections en 2018 de la fonction publique, doit vraiment accompagner les sections sur la problématique des GHT. Parce que FO et CGT, eux, font une campagne négative là-dessus. Et par ailleurs, ce que j'entends des propositions de Macron sur les GHT ne me rassure pas vraiment. Merci. Je vais répondre à ces trois questions. Oui, je vais répondre dans l'ordre. En ce qui concerne Frédéric par rapport à Pôle emploi, alors nous, on n'avait pas demandé. On n'avait pas demandé du tout. Au contraire, même pendant la campagne, on a essayé de lui dire attention, la vision étatique de la protection sociale, c'est quand même faire fi de l'ensemble des travaux qui ont été menés et de la preuve qui a apporté que les partenaires sociaux sont en capacité de gérer les régimes et de les gérer non seulement avec responsabilité du point de vue financier, mais aussi avec une vraie adéquation aux besoins à la fois des salariés et à la fois aussi des employeurs. C'est vrai pour les retraites complémentaires, on l'a prouvé, c'est vrai aussi au niveau de Pôle emploi. Là-dessus, on n'est pas complètement rassuré, clairement. On n'est pas complètement rassuré. Je pense qu'avec les discussions et avec les travaux, on arrive à penser une certaine forme de tripartisme avec l'État et les partenaires sociaux. Les régions, dans une autre dimension, mais en tous les cas au niveau du régime, État et partenaires sociaux. Nous, ce qui nous semble, c'est que on voit bien le transfert que veut réaliser le gouvernement vers de la solidarité finalement nationale vis-à-vis de ce qui était auparavant finalement du contributif. Et là-dessus, ça ne nous va pas du tout. C'est-à-dire que si on considère que la dimension de la protection sociale qui est liée au chômage, c'est un revenu de remplacement. Si ça reste un revenu de remplacement, alors il y a une dimension contributive qui est indispensable pour qu'elle ait du sens. Il nous semble toutefois qu'il y a une dimension universelle. Il y a une partie universelle, notamment en ce qui concerne les minima sociaux, parce que aujourd'hui déjà, il y a une partie non contributive au régime d'indemnisation, et heureusement. Donc qu'une partie de la CSG soit fléchée vers cette dimension universelle et cette dimension non contributive, ça nous va bien.
Mais ne faire reposer l'indemnisation que sur la CSG, ça nous paraît un non-sens. Et donc on a fait une contre-proposition en fait au gouvernement sur ce sujet-là en disant OK pour une hausse de la CSG, OK pour que un certain nombre de cotisations quittent le bulletin de salaire pour rentrer dans la CSG, mais c'est plutôt les dimensions maladie, famille qui ont une vraie vocation universelle. Donc on les intègre et on se sert de l'argent de la CSG, donc de l'impôt, pour aller financer ces droits universels et une partie du chômage dans cette dimension universelle, puisqu'on augmente la CSG, on met la partie de la perte d'autonomie qui pour l'instant n'est pas encore assez financée dans cette partie universelle, mais par contre on maintient les cotisations chômage. Ça nous paraît fondamental et c'est ça qu'on pousse. Alors j'ai déjà expliqué le contexte. Il faut qu'on soit très bon et très convaincant parce que il n'y a que ça par rapport au boulevard qu'a le gouvernement aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça qu'on veut pousser et ça a du sens. Et je pense que là ils y sont sensibles. C'est-à-dire que on peut, ça a du sens de se dire que la CSG, y compris pour les retraités, parce que quand il a fait cette proposition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Aussi bien les retraités que les agents du service public se sont dit mais pourquoi on augmenterait la CSG si c'est pour financer le chômage? Et donc il y a eu une opposition et un frein et un non-consentement à l'impôt en disant dans ce cas-là, il faut qu'on ait des exonérations pour maintenir notre pouvoir d'achat. Mais si on commence à mettre des niches comme ça partout, on ne peut pas s'en sortir. Alors que là, cette dimension universelle qui est en capacité de s'adresser à tout le monde, parce que la question de la perte d'emploi dans le risque et l'intensité du risque d'aujourd'hui, elle touche tout le monde, y compris ceux qui sont agents du service public, pour eux, avant qu'ils le deviennent, pour les contractuels avec lesquels ils travaillent, pour les proches et les enfants dont on sait bien qu'ils galèrent, et ça touche familialement tout le monde, que dans la dimension perte d'autonomie. Donc là, il nous semble qu'on a un tout qui a un sens, et c'est ça qu'on pousse. Tu as mentionné l'ARDI et FO, donc l'ARDI, effectivement, il est rentré dans le gouvernement. Ça fait partie de l'habileté de Macron de mettre au gouvernement des gens qui sont compatibles avec des grandes forces de la société civile, en l'occurrence la 2FO, et qui en même temps sont un peu oppositionnels. L'ARDI, il s'était fait un peu virer quand même de FO. De la même façon, il a mis Fouché, qui était du MEDEF, mais qui s'était fait virer dans la dernière période, même s'il a tout le sac à dos au MEDEF et des dossiers qu'il n'était pas arrivé à faire passer au MEDEF. Donc c'est la ligne un petit peu que joue le gouvernement. Ça lui donne des marges de manœuvre et une vraie capacité à parler, mais il ne faut pas se leurrer, FO est très Macron compatible. Parce que c'est l'État fait ce qu'il a à faire et les syndicalistes sont dans l'entreprise et ils gèrent le paritarisme et si vous nous laissez tranquille, on vous laissera tranquille. Nous, on a une vision sociétale qu'on pousse et donc par moment, on est dans le frottement avec les propositions gouvernementales. Il va falloir apprendre à l'assumer. Il faut que ce soit très clair. On ne sera pas forcément dans la rue et on ne souhaite pas être en train de casser les vitrines. Hein. Donc on n'ira pas sur cette forme d'opposition-là, mais on faudra que, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, qu'on soit capable de l'expliquer, de faire partager à l'ensemble des citoyens, puisque censément Macron écoute beaucoup tout le monde, pour qu'on gagne les batailles d'opinion sur ce qui nous tient à cœur. Rodolphe, tu as parlé du plafonnement des indemnités. On est arrivé au même constat que toi. Alors, légalement, c'est pas tellement le plafonnement des indemnités qui nous pose problème. C'est plus le message d'envoyer qu'on va plafonner les indemnités pour que ce soit facile de licencier. Sur le fait qu'il y a un plafonnement, fondamentalement, on sait bien que, y compris dans le pénal, selon les actes qu'on commet, on ne va pas avoir 15 ans de prison, et les délits, ils ont des plafonnements de peine pour des choses bien plus importantes qu'un licenciement, parce que la justice doit avoir des limites. Et ça, c'est normal. Ce qui nous gêne dans le plafonnement des indemnités pour les licenciements abusifs, c'était le fait de ne pas indemniser le préjudice. Hein, et c'est ça qui était derrière la réforme. Et c'était le fait de dire, il faut que ce soit facile de licencier. Donc ça,
on est contre et on continuera de s'y opposer. Par contre, notre conclusion, c'est celle que tu viens de dire, c'est qu'il y a aussi ne faire un focus que sur le plafonnement des indemnités et oublier la faiblesse de niveau des indemnités de licenciement par rapport notamment au niveau européen, c'est grave. Et ce qu'on aimerait, c'est bien arriver justement à faire remonter aussi dans la balance, faire remonter le niveau d'indemnité des licenciements. Donc on est là-dessus. Voilà. C'est pas gagné, là encore, c'est pas gagné. Ensuite, sur la CSG, les GHT. Alors, les GHT, c'est une réforme qui a été lancée par le gouvernement précédent, sur laquelle on est un petit peu en interrogation. On ne sait pas trop où ça va. On sent bien le besoin de... les hôpitaux sont au bord de l'explosion, mais il nous semble qu'il y avait certains petits hôpitaux qui marchaient bien. Et une des craintes qu'on peut avoir au niveau des GHT, c'est que dans la solidarité qui est créée entre les petits et les gros, il n'y a plus rien qui marche. C'est pas fatal. C'est pas fatal parce que une logique de mutualisation au sein des établissements hospitaliers, un vrai projet médical partagé, ça a du sens, surtout dans une vision territoriale qui permettrait d'aller vers l'accès aux soins réels. Mais une réforme qui a une entrée aussi gestionnaire qu'a pu l'avoir celle des GHT, parce que quand je repense au décret sur les GHT, ce qui a été mis en avant, ça a été vraiment une logique de gestion, avec les achats, le système d'information qui sont passés en premier dans le décret, plutôt que le reste des autres sujets, et notamment le projet médical. Et le projet médical des GHT, il n'a pas été partagé au niveau des agences régionales de santé. Donc cette vision du territoire, elle a été un petit peu confrontée à la vision gestionnaire, ce qui nous pose un problème. Donc ce qu'on est en train de faire, on le fait plutôt avec l'URI-Île-de-France en l'occurrence, c'est qu'on travaille avec Syndex pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe dans ce que dans tous les autres secteurs on appellerait une réindustrialisation forte. Donc, est-ce qu'on peut se donner la même logique que ce qu'on fait dans les bassins miniers, quand on est en train de transformer structurellement l'activité, pour regarder quel est le projet industriel d'un hôpital? Qu'est-ce qui fait qu'un hôpital, ça pourrait bien fonctionner? Dans ce cadre-là, il nous semble que c'est vraiment le besoin, il faut rentrer par le besoin de soins, avec un projet médical qui doit être au cœur du sujet plutôt que la logique gestionnaire, avec la question des urgences qui nous paraît extrêmement prégnante, et en fonction de ça, regarder la meilleure organisation possible de l'hôpital. Et c'est pas forcément le biais qui était jusqu'à présent porté. On a rencontré lundi soir la ministre de la Santé avec Nathalie Cagneux et Laurent Berger. On a posé tous ces sujets-là. Agnès Buzyn, donc la nouvelle ministre de la Santé, connaît bien l'hôpital. Yann Bubien, son directeur adjoint, connaît aussi très bien l'hôpital. Il était à l'hôpital d'Angers. On sent une écoute sur la question de l'absentéisme, sur la question de la faiblesse des marges de manœuvre qui sont données aux agents, mais aussi à l'encadrement intermédiaire. Il me semble que ce sont des choses qu'elle a envie de changer. Donc les GHT, c'est acté dans le paysage. Nous, ce qu'on porte, et ce qui a été obtenu d'ailleurs par la CFDT, c'est une instance de consultation pour l'instant au niveau des GHT où les organisations syndicales devraient peser. Et ce qu'on voudrait porter, qui n'est pas encore acté, c'est bien cette question de la codétermination. On ne pourra pas toucher à l'hôpital si l'ensemble des professionnels ne sont pas écoutés et n'ont pas la capacité de s'organiser et de s'organiser mieux. Il y a quelque chose, un sujet extrêmement fort. Ce qu'on voudrait, c'est rentrer dans les élections professionnelles, non pas dans une contestation facile vis-à-vis des GHT, parce que c'est un projet fragile, mais bien en amenant les salariés et les agents à construire les GHT. Est-ce que la démarche participative, est-ce qu'on est capable de pousser le gouvernement des entreprises et le gouvernement des hôpitaux à prendre en compte la parole des agents pour construire un système de santé qui fonctionne? On a, il me semble, eu de l'écoute à ce niveau-là. Il faut qu'on fasse la preuve d'être en capacité d'être organisé la parole des agents.
très fortement. Il y a le projet Je suis une richesse au niveau santé sociaux qui justement va là-dessus, va porter la parole des agents. Il faut lui donner un aboutissement, c'est-à-dire transformer cette capacité d'empathie et d'écoute des agents dans ce qu'ils ont à dire à ok, mais alors comment on fait pour que les choses changent et quelle organisation pragmatique on peut avoir. Donc on a réclamé un peu plus d'argent au niveau de l'ONDAM pour desserrer les taux sur les hôpitaux. On a réclamé plus de marge de manœuvre pour les salariés. Et ce qu'on aimerait, c'est être dans la discussion très loyale, et je le dis entre nous, qu'on a pu avoir avec la ministre, c'est de dire il faut être clair sur les missions et les moyens. On peut comprendre qu'il y ait des missions qui soient plus effectuées par l'action publique si on met chaque fois qu'on dit qu'on donne une mission à l'action publique, on se dote des moyens qui vont bien. La souffrance des agents, la souffrance, que ce soit en matière de santé, mais partout, ça peut être quand on est au guichet d'une préfecture, c'est quand on a une mission et qu'on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas les moyens. Et là-dessus, c'est une grande lâcheté du politique de ne pas renoncer à des missions et de laisser finalement l'agent avec ses distorsions. Ça, nous, on n'en veut plus. On est prêt à assumer des transformations, on est prêt à assumer le fait de dire par moment aux citoyens il va falloir s'organiser différemment, ou ça, on n'a vraiment pas les moyens de le faire, mais hypocritement, valider des missions et pas doter les services de moyens, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et là-dessus, il nous semble aussi qu'on a été entendu. Donc c'est pas magique, c'est pas un chemin de rose, mais ça, il faut qu'on soit capable de le porter. Merci Jocelyne. D'autres questions? 3 autres questions. Toi. Bonjour. Ouais, mets-toi debout. Comme ça, Jocelyne va pouvoir tout voir. Bonjour, Héloïse Arrigui de CFDT Groupe Air France. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'Europe et la place que la CFDT devait y prendre. Il y a 15 jours à peu près, à Barcelone, a eu lieu le congrès du transport européen, de la Fédération du transport européen. On a pu constater à quel point le dumping financier est fort, contrairement au dumping social. Et justement, donc on peut quand même se poser des questions sur toutes les dérives qu'il peut y avoir par rapport aux compagnies low cost, par rapport à d'autres transporteurs qui pratiquent des discriminations sociales, ou en tout cas qui n'appliquent pas les droits de travail. Et à partir de là, quel levier, quels moyens la CFDT peut mettre en place pour éviter notamment que ces dérives se banalisent ou se développent, éviter que des entreprises ou des compagnies nationales se fragilisent, et au-delà de ça, comment faire comprendre, prendre conscience aux consommateurs que derrière les prix, parfois, il y a des dérives sociales, et que la question que je me pose également, c'est comment la CFDT peut agir pour amener à une consommation éthique et sociale. Oui. Deuxième question. Ouais. Mettez-vous debout parce qu'on ne voit pas de l'estrade. Donc bonjour, je suis Bernadette Régnier du syndicat Défense Midi-Pyrénées. Donc ma question, ça va être sur le recrutement des apprentis sous statut. Donc la fonction publique offre de plus en plus de postes d'apprentis pour des stages en alternance. Aujourd'hui, sur ce secteur, nous sommes en manque d'effectifs pour assurer les missions, notamment au ministère de la Défense. Donc, est-ce qu'on peut espérer que les apprentis, suite au stage dans les entreprises, puissent être recrutés en tant que fonctionnaires ou d'autres statuts de la fonction publique? Je vous remercie. Oui, troisième question. Oui, Gilles Verdier du SGEN CFDT Midi-Pyrénées. Je suis professeur des écoles. Voilà. Je suis professeur des écoles dans le département des Hautes-Pyrénées, merveilleux territoire aux confins de cette grande région.
Très bien. C'était prévu. Ça va être simple. On a dans mon champ professionnel, c'est-à-dire l'éducation nationale, un nouveau ministre qui s'appelle M. Blanquer, qu'on connaissait puisqu'il était chef de la DGESCO sous Sarkozy. Et on le connaissait de façon très négative dans Midi-Pyrénées, puisque c'est lui qui nous a fait sauter 400 postes de professeurs des écoles pour 4000 élèves supplémentaires dans toute la région, de 2009 à 2012. Donc on le connaît. Et il a commencé son mandat, son ministère, par 2 dynamitages. Premier dynamitage, celui de la réforme des collèges, qui était une réforme quand même qui a mené un travail en équipe dans les collèges et une meilleure répartition des moyens. Et deuxième dynamitage, celui de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré. C'est-à-dire maintenant, j'ai vu ça en passant dans les rues de Carcassonne. Carcassonne va repasser, ou veut repasser, à la semaine de 4 jours. Alors ça fait 2 dynamitages en un mois. J'avais envie de vous dire ça pour... C'est une motion d'alerte sur ce point-là, qui est l'éducation nationale, traitée par ce nouveau gouvernement. Voilà. Merci. Alors Gilles, écoute, moi je prends note de ton alerte. On a été beaucoup alertés par Catherine Navbekti sur le sujet parce que juste après avoir rencontré le ministre, effectivement M. Blanquer, qui leur avait pas parlé de ces réformes, le lendemain, elle voit justement arriver le détricotage à la fois des rythmes éducatifs et de la réforme des collèges. Donc là, on a vraiment des points de vue extrêmement divergents. Et on voit bien, en fait, par rapport au gouvernement précédent, quand je disais que le procès qu'il lui avait fait était assez injuste sur certains sujets, il y avait des choses qui s'étaient passées à l'école, que ce soit sur l'égalité, l'égalité homme-femme notamment, et l'éducation à l'égalité à l'école, sur la formation des maîtres qui avait été annulée sous Sarkozy, qui était revenue, sur la réforme des collèges et la réforme des rythmes éducatifs. Il y avait des choses qui s'étaient passées. Sauf que la réforme, elle n'a pas été portée, on ne lui a pas donné sens, elle n'a pas été vendue. Et du coup, l'opposition qu'il y a pu avoir sur la réforme des rythmes éducatifs, notamment avec le fait que ça n'a pas été porté en interministériel, c'est l'éducation nationale qui, sans se préoccuper des moyens que les collectivités avaient, a fait cette réforme sans justement arriver à embarquer tout le monde dans le sens. Finalement, elle n'a pas été ancrée, et les gens, quand on parle de la réforme des rythmes éducatifs, quand bien même c'est plus confortable aujourd'hui que ça ne l'était hier, ils se rappellent de la difficulté, des cris que l'Association des maires de France ont pu pousser pour arriver à mettre en place les rythmes éducatifs. Donc je pense que là où c'est important, et on reviendra peut-être du coup à notre rôle, c'est aussi notre rôle d'éducation populaire, et comment on est capable en fait de faire de la question éducative aussi un projet de société. La question de l'égalité entre les enfants versus une école qui serait juste un lieu de compétition entre, j'allais dire presque les héritages culturels familiaux. Et l'accès aux loisirs, l'accès au périscolaire et l'accès finalement à des rythmes de vie qui soient propres aux enfants, est-ce que c'est quelque chose pour lesquels on est capable de gagner l'opinion publique? Ça ne pourra pas être uniquement une opposition, même si on la pousse, hein, ça ne peut pas être uniquement une opposition des enseignants. Il faut que ça devienne une opposition aussi sociétale à la réforme qui est en train de se mettre en œuvre. Hein, voilà. Mais ça veut dire, ce que ça nous renvoie aussi, c'est qu'on a vraiment un devoir d'éducation populaire. Est-ce que dans nos sections, au-delà justement des sections d'enseignants, est-ce qu'on est capable d'aborder les sujets de société ?
Et alors effectivement, il y a eu plein de choses à faire, il y a plein de boulot dans les sections sur les IRP, sur les ordres du jour du CE, du CHSCT, mais notre rôle de section, de premier cercle de solidarité, d'arriver à porter tout ce qu'on a dit sur le monde de demain qui est en train de changer, on doit être en capacité aussi de s'en emparer. Et ça, je veux dire, en même temps que je le dis, j'ai conscience que c'est compliqué parce que déjà c'est beaucoup de boulot et qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais il faut garder un petit temps à chaque fois pour que on soit capable de porter des débats de société beaucoup plus larges que juste notre champ professionnel. Et ça me permet de faire le lien avec ce que disait Héloïse sur la question du dumping financier et finalement de notre responsabilité presque individuelle de consommateur. Ce que pousse la CFDT, c'est une transition qui soit justement l'adaptation aux enjeux de demain au travers d'un modèle de développement basé sur la qualité. Basé sur la qualité, ça veut dire investir sur la qualité des emplois, investir sur la qualité des produits, investir sur la sécurité des transports. Et toute cette notion de qualité, ça veut dire par moment payer le prix de cette qualité. Consentir au prix de cette qualité. Et donc, ça nous interpelle collectivement, mais ça nous interpelle aussi individuellement dans notre capacité à aller sur cette logique de responsabilité. Hein. Et là encore, le développement durable et la responsabilité sociale du citoyen, c'est un combat qui est devant nous parce qu'il n'est pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire au niveau macro. Alors toi, tu as beaucoup cité le niveau national. Je ne suis pas sûre que ce soit à ce niveau-là que ce soit le plus facile d'arriver à faire levier. Et pour nous, le bon niveau, c'est bien le niveau européen. Hein, c'est là qu'il faut arriver à rediscuter de comment les États entre eux ne se font plus concurrence, mais ils peuvent être dans une logique de coopération. Personne a, sur le long terme, intérêt à aller vers un dumping ni social ni financier, parce que c'est un appauvrissement collectif. Même si ponctuellement, ça peut attirer des emplois, ça peut attirer en fait une forme de croissance. Ce qu'on pousse, nous, au niveau syndical, au travers de la CES notamment, c'est des mécanismes de compensation. Et ce qu'on voudrait mettre en place, c'est un mécanisme, par exemple, d'assurance chômage, qui fait que justement, quand il y a des transferts comme ça, qui se passent d'un État à un État, au travers de dumping ou au travers, j'allais dire, de différentiels qu'il peut y avoir entre certains modèles de production locaux, qu'on soit en capacité d'avoir des mécanismes d'un petit peu de contre-réaction pour refaire partir des flux de l'autre côté. Et le mécanisme d'assurance chômage européen, c'est ça qu'on pousse et qu'on aimerait arriver à mettre en place. C'est-à-dire que quand on voit finalement des emplois et des modèles qui se développent plus dans certains pays, que les contributions reviennent équilibrées, ce qui finalement devrait arriver à annuler à terme justement ces grands flux. Hein. Donc oui, il nous semble qu'il y a des choses à faire, que ça passe par de la régulation européenne, que le renforcement du couple franco-allemand et de la posture que prend Macron nous semble extrêmement positive. Hein. Mais il faut l'investir et il faut que nous aussi, dans ce qu'on réclame, on réclame toujours et on ait bien cette vision. Et je trouve ça très agréable du coup d'être interpellé là-dessus en région. Il faut qu'on arrive à faire le lien avec ce qui se passe dans nos métiers et ce niveau européen. Est-ce que j'ai répondu à tout? Non, il y avait la question du recrutement, Bernadette, des apprentis. Bon, Macron a été clair. Il n'est pas sur les chiffres de Fillon, mais il ne faut pas rêver à une explosion de l'emploi public sous la présidence et sous le quinquennat qui vient de s'ouvrir. Hein. Donc il y a des secteurs qui seront renforcés, je pense notamment à la sécurité, mais pas tous les secteurs. Et voilà, donc il va falloir être lucide là-dessus. Je pense que c'est important que la fonction publique se lance dans le recrutement d'apprentis. Hein.
C'était quelque chose qu'elle faisait très peu, et donc c'est vraiment intéressant que, c'était plus fréquent dans ton secteur, mais globalement que la fonction publique faisait très peu. C'est important parce que c'est quand même une porte vers l'emploi qui est donnée à des jeunes. Donc la question de ce recrutement des apprentis, c'est aussi une question d'ouverture des concours et comment après on est capable de les intégrer avec des voies qui peuvent être un peu différentes que le concours extrêmement administratif que connaît la fonction publique. Mais je pense qu'il va falloir, là, dans certains secteurs, mettre en adéquation les effectifs et les ambitions, parce qu'il n'y a pas de développement forcément massif partout. Merci Jocelyne. On va prendre encore les 3 dernières questions. Bonjour, je suis Laurence Villeneuve-Rousset, donc SINAMI, bureau régional. Et j'avais une question. Donc moi je travaille à la mission locale Midi-Pyrénées, sur le Tarn. Donc au niveau de l'insertion des jeunes, c'est de plus en plus compliqué pour nous. On a des jeunes à la dérive, on a des dispositifs qui se superposent de plus en plus, PACA, garantie jeune, PPAE, etc. Et on a des salariés de plus en plus mal. Comment on peut faire? Où on en est des nouveaux dispositifs? Et au niveau de Macron, où est-ce que ça... Comment on peut faire? Voilà. Puisqu'on avait effectivement les emplois d'avenir, qu'est-ce que ça va devenir? On n'a plus d'emplois d'avenir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Merci. Thierry Noël, syndicat métallurgie Hérault Aude-Pyrénées-Orientales. C'est un syndicat d'un tout petit syndicat, donc petite question très terre à terre. La CFDT dépend l'importance du dialogue social, dépend la négociation dans l'entreprise, mais dans nos équipes, en tant que secrétaire de syndicat, on n'en peut plus d'expliquer les changements de règles des IRP à nos équipes. Dans nos équipes, ils ont du mal à bien suivre tout ça. Et puis, on est d'accord pour renforcer la négo dans l'entreprise, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour cela, il faut des droits syndicaux. Dans nos petites entreprises, dans nos moyennes entreprises, on a beaucoup de mal avec ça. Et si on est OK pour assumer notre rôle, OK, mais pour ça, des moyens, et il ne me semble pas que la CFDT revendique beaucoup ces moyens-là. Donc j'aimerais avoir ton avis. Merci. Belkacem Moussaoui, protection sociale, Midi-Pyrénées. Je suis en bas, Jocelyne. Je t'interpelle sur un sujet que tu n'as pas abordé, juste une question relative au développement. De ça, tu en as bien parlé. Pour les 50 ans de la CFDT, il y avait eu un échange entre Laurent et le Premier ministre de l'époque sur le chèque syndical. Et il avait été dit chiche. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce sujet est abordé avec ce gouvernement? Et quelle est ta position, ou disons la position confédérale de la CFDT? Merci. Alors, oui. Alors, peut-être une quatrième dernière question. Pas de souci, vas-y Patrick. Oui. Patrick Cronier, donc syndicat des finances, Languedoc-Roussillon. Jocelyne, tu as parlé des élections professionnelles fonction publique. Tu as dit aussi que Macron voulait en tout cas supprimer des emplois dans la fonction publique. J'ai compris qu'il y en avait 120 000 à la clé. Moins que ce qui pouvait arriver par ailleurs, mais c'est quand même 120 000. Savoir que dans la fonction publique, en tout cas dans beaucoup de secteurs, on est à l'os, qu'il y a des élections professionnelles en 2018 et qu'il va falloir travailler là-dessus, évidemment.
Donc la grande question, sachant qu'au niveau régional, on a aussi la réforme qui est faite au niveau des fusions des directions régionales, qui a posé quand même pas mal de problèmes, et on le voit aussi au niveau du fonctionnement de l'Union régionale interprofessionnelle Occitanie, ça pose des questions au niveau de l'organisation. La grande question, c'est, évidemment, pour nous tous, est-ce qu'on va avoir des moyens nouveaux pour aider financièrement, par exemple, on parlait de chèque syndical par ailleurs, pour aider financièrement les sections, pour les syndicats, pour faire en sorte qu'on gagne ces élections. Plus de questions? La parole est à toi, Joseph. Alors, Laurence, tu as parlé en fait de la mission locale et des jeunes à la dérive dont on a bien du mal à s'occuper et à prendre en charge. Et pourtant, honnêtement, les missions locales, c'est ce qu'on cite en exemple, parce que justement, on est sur de l'accompagnement global et qu'on est capable d'arriver à entourer finalement les jeunes de compétences qui vont de l'accompagnement sur le logement, l'accompagnement à l'inclusion sociale en général et vers l'emploi, qui nous paraît extrêmement intéressante, et c'est un modèle qu'on essaye de pousser autour de l'accompagnement de ceux qui ne sont plus jeunes, et notamment Pôle emploi, aller vers cet accompagnement global. On pense que le CPA, on voudrait l'élargir à l'ensemble des champs de la protection sociale. Il y a le portail numérique des droits sociaux qui permet de faire un concentré de l'ensemble des droits des personnes. Le CPA, il en porte d'autres. Ce qu'on voudrait, c'est arriver à ce que tous ces droits, qui sont bien souvent en général des droits un peu financiers, c'est-à-dire du droit à la formation, etc., on les couple à des services et on les couple avec un accompagnement qui permet d'aller réellement à l'effectivité du droit et au service. Et donc qu'il y a effectivement une vraie complexité des dispositifs, que ce soit en formation professionnelle, que ce soit sur l'ensemble des sphères sociales, mais on doit arriver à mettre en place une réorganisation de l'accompagnement. Nous, ce qu'on préconise, et il nous semble là, pour le coup, qu'on a de l'écoute, c'est qu'il faut arriver à faire des réseaux de travailleurs sociaux, et donc de décloisonner l'ensemble du travail social. Ça avait été fortement revendiqué quand il y a eu les États généraux du travail social, mais pour faire en sorte que, quel que soit le point d'entrée du jeune, en fait, on soit capable de faire travailler ensemble les professionnels, soit des CCAS, soit de la CAF, soit de Pôle emploi, soit des CEPAM, le cas échéant. Pour autant, je partage ce que tu as dit sur l'empilement des dispositifs. La garantie jeune, normalement, ça doit rester. C'est fondamental, et je pense que Macron a bien compris qu'il faut donner aux jeunes la possibilité d'avoir des débouchés, parce que ce mur qui est opposé aux jeunes et auquel ils se prennent tous la tête, majoritairement quand même, quand il s'agit de rentrer sur le marché du travail, ça peut plus le faire. Et donc là-dessus, je pense que ça fait partie réellement de ses priorités. Mais ça veut dire faire bouger tout le reste de l'écosystème autour, et donc avoir que chaque professionnel arrive à tisser son propre réseau de contacts et avoir une action sociale qui soit un peu plus mise en cohérence qu'aujourd'hui. Voilà, mais ça va être, ça va demander vraiment beaucoup de travail. Ce qui me fait le lien avec un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé, ce qu'on voudrait aussi pousser, on le pousse en matière de santé, mais on doit le pousser aussi fortement en matière de travail social, c'est d'aller vers la prévention.
hein. Et donc, de ce point de vue-là, la réforme du collège, ça nous paraissait vraiment important dans la mesure où ça rééquilibrait un petit peu les moyens et ça évitait ce que nous, on craint vraiment beaucoup, c'est les décrocheurs. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à pousser plus fortement encore la question de la prévention, parce que quand un jeune arrive à la mission locale en dérive, il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de portes, beaucoup de marches qui ont été ratées auparavant dans le travail social. Donc c'est bien d'aller vers l'investissement social. Donc ça fait partie de ce que nous on pousse. On va y travailler encore dans l'USE cet été, l'université d'été de la CFDT, parce que pour nous, le progrès social et cette vision du progrès social qu'on veut arriver à pousser, elle doit être basée sur l'investissement. Thierry, tu m'as parlé en fait de comment on fait, quoi. Au bout du bout, avec tout ce qu'il y a à faire, comment on fait quand tout change sans arrêt. C'est un petit peu l'entrée en matière que j'ai eue tout à l'heure. On n'était pas forcément demandeur après la négo qui a capoté sur la qualité du dialogue social, la loi Rebsamen, la loi sur le travail portée par la ministre El Khomri. On n'était pas très preneur de remettre encore le sujet. Par contre, ce qu'on demande, c'est on le traite, on va au fond, on fait une réforme qui est portée par le sens et pas des ajustements, et après, on travaille et on nous laisse travailler tranquillement avec des règles qui ont besoin de se stabiliser. Donc, pour le confort, c'est pas tout de suite, hein, c'est clair, parce que ça va toucher aux IRP, ça va toucher aux prérogatives, ça va faire bouger le code du travail et de ce qui se passe en entreprise et dans les branches, donc ça va tout rebouger. Ce à quoi on peut s'engager, c'est d'essayer de faire suivre au plus près la formation. Ce qu'on a fait pour la modernisation du dialogue social, c'est mettre à disposition des modules. Il va falloir qu'on investisse massivement dans la formation syndicale pour que on sache où on met les pieds dès que les choses seront stabilisées. Donc formez-vous, faites former autour de vous les gens qui sont sur le terrain. Ce qu'on va dire dans le congrès de Marseille sur la réforme de l'organisation, c'est on a besoin d'une formation à tous les niveaux de l'organisation qui soit performante. Sinon, on ne pourra pas tenir la marée, hein. Donc, il y a un impératif de formation. Et sur les moyens, oui, il faut aller négocier dans les moyens. Il faut aller négocier les moyens. On a une petite incompréhension avec Macron, parce que sa vision des moyens dans l'entreprise, c'est là où le dialogue social se passe bien, il va falloir augmenter les moyens pour les syndicats, etc. Et là où finalement on n'est pas présent, l'employeur discute directement avec les salariés. Donc cette vision-là, elle ne nous va pas du tout. Et quand on parle de moyens, on cherche surtout, Belkacem, à ce que on arrive vraiment à aller travailler dans l'entreprise. Et donc, dans les entreprises qui n'ont pas de syndicalisme, le développement, on doit investir massivement les lieux où on n'est pas présent. Nous, ce qu'on pousse, c'est le mandatement syndical avec une géométrie variable selon la taille de l'entreprise. Il y a des choses qui pourront se passer par moment dans les CPRI, mais vu la taille des régions, on imagine bien que on va pas aller s'occuper du charcutier du coin dans une CPRI qui doit couvrir Languedoc-Roussillon, enfin toute l'Occitanie. Ça paraît délirant. Donc il faut trouver des moyens de proximité. L'Interpro aura un rôle et les syndicats, vous aurez vraiment un rôle à vous occuper aussi dans vos champs de l'ensemble des TPE, PME. C'est fondamental. Donc on ira sur les moyens. On ira sur plus de moyens, mais surtout plus de moyens plus justes et plus là où on n'en a pas. Et le chèque syndical, oui, il fait partie de l'équation. Il fait partie de l'équation avec une petite crainte qu'on a, c'est qu'il soit surtout très opérationnel dans les grosses boîtes et pas dans les petites boîtes. Donc s'il faut faire des choix, peut-être qu'on le laissera plus dans les grosses boîtes que dans les petites boîtes où la question n'est pas tant du financement que des moyens humains réellement actifs et disponibles, quitte à ce que ce financement-là, le financement pour les petites boîtes, repose sur j'allais dire des moyens d'une solidarité nationale et donc la GFPN qui finance du temps syndical dans les petites boîtes.
Et je vais terminer par la question de Patrick sur l'action publique. Ouais, c'est vraiment embêtant de devoir se dire que notre syndicalisme, il est automatiquement compliqué quand on veut avoir un discours de réforme modéré avec des contraintes de financement. Et donc, faire du syndicalisme quand on sait qu'on va tout avoir tout de suite et que ce sera du plus pour tout le monde, tout le monde en rêve. Et ceux qui l'ont vécu, soit dans leurs entreprises, soit dans les périodes, ils ont trouvé que c'était pas mal d'être syndicaliste à cette période-là. D'ailleurs, la CGT l'a très bien vécu quand elle était première organisation syndicale. Là, on va être obligé, par moment, de faire du plus juste et faire du plus juste, par moment, c'est renégocier des choses qui ne sont pas toujours du plus. Hein. Et ça, c'est vraiment compliqué. Il me semble que l'élection qui vient d'avoir lieu, c'est aussi une élection du pragmatisme. C'est-à-dire, vendre des châteaux de sable, ça ne marche plus. Et l'opinion publique, les citoyens, les agents sont capables d'entendre des discours compliqués s'ils sont francs et s'ils sont sincères. Mais ce qu'on veut, la première des choses, c'est qu'on veut de la loyauté de l'État. C'est-à-dire pas d'enfumage. Peut-être qu'il faut réorganiser différemment. Peut-être que le numérique permet de penser différemment l'organisation du territoire. Peut-être qu'il y a des choses où finalement il y a de la mutualisation qui est possible. On veut bien l'entendre, mais il faut être clair. Et il faut que là où le travail se fait, il y ait réellement des moyens de faire du travail de qualité avec des missions claires. C'est compliqué parce qu'il y a une responsabilité du gouvernement, il y a une responsabilité aussi de l'ensemble de l'encadrement qui a eu l'habitude de dire que tout allait bien, de remonter des indicateurs où on allait pouvoir faire. Et c'est une transformation culturelle que d'être capable d'avoir un discours de vérité sur ce qu'on fait bien, quitte à être peut-être moins bien noté. Et là-dessus, il me semble que sur des contre-propositions, des contre-indicateurs, mais qui aillent sur une véritable évaluation de l'action publique, ça nous paraît la voie de passage. Donc il y aura des réductions d'effectifs, probablement dans certains secteurs, je le disais à Bernadette. Au niveau des finances, la réforme du prélèvement à la source, à un moment donné, avait été présentée comme une possibilité d'augmenter la productivité. Ceux qui se sont penchés dessus ont bien vu que ce n'était pas le cas. Et donc il y a une mission là pour regarder ce qu'il en est réellement. Donc au niveau des finances, je ne sais pas où sont les marges de progrès ou de productivité si c'est le cas. La grosse difficulté, c'est que chaque fois que je me penche sur un secteur, je ne vois pas où il y a des marges de productivité vraiment effectives. Donc soit on change vraiment de modèle, mais ça veut dire dans ce cas-là, être en capacité, nous, et le gouvernement, d'aller discuter du consentement à l'impôt. Si on a besoin de plus d'action publique et de plus d'agents pour le rendre, on doit accepter plus d'impôts. Et là, il y a tout un débat, et là aussi d'éducation populaire à aller, pour aller gagner en fait les moyens de l'action publique. Merci Jocelyne pour ces réponses claires et précises. On voulait te remercier pour... Vous pouvez l'applaudir. Quand même. Si ça doit être la conclusion, je ne voudrais pas qu'on reste sur le simple fait que ça va être compliqué, que ce soit sur l'action publique ou dans les sections ou dans les syndicats et qu'il va falloir des moyens. Je pense que on a aussi, quand je faisais l'actualité revendicative et que je disais que dans une période de crise, qui était vraiment une crise importante, on a pu avoir un gouvernement et nous on a gagné la garantie universelle de pension, des impayés de pension alimentaire, la protection maladie universelle, le CPA, le compte personnel d'activité, le CPF, le compte pénibilité. La garantie jeune, il est possible d'aller vers du progrès social, vers du mieux, vers du plus juste, et c'est ça qu'on a à gagner. Le gros enjeu qu'on va avoir à gagner dans la période en termes de droit, c'est le droit à vivre bien et avoir un avenir
partout où on habite, et donc cette question de l'équité territoriale, de ne pas laisser, de laisser personne au bord du chemin, je pense que c'est notre gros combat. Alors, c'est dit de façon très naïve et avec plein de déclinaisons dans vos sections pour aller chercher l'embauche d'apprentis quand vous le pouvez, là où vous voyez des opportunités, pour aller chercher de la diversité, pour aller travailler à ce que les territoires ne soient pas abandonnés et que ce qui se passe dans les métropoles soit pensé de façon responsable avec le développement de territoires différents. C'est tout cet enjeu-là que je souhaite de réussir à cette nouvelle région Occitanie avec une CFDT première de la région Occitanie bientôt. Merci. Alors, merci pour ta présence et ton intervention, et merci d'être parvenu ce matin. Enfin, ça, on peut encore remercier Jocelyne de son intervention, sa présence. Alors, au vu de l'heure,